Ainda foi ontem, em 1930. O jornal Le Matin tem como primeira página uma reportagem do grande escritor Joseph Kessel. Nos confins da África Negra, Kessel investigou uma prática que se pensava ser de outra época: o tráfico de escravos em África. À sua vista, havia caravanas de homens, de mulheres e de crianças, exaustos e acorrentados. Kessel escreve: de geração em geração, os antepassados destes miseráveis foram pilhados, raptados, vendidos, serviram de reserva de gado humano. Kessel falou com alguns escravos. Uma contou-lhe: já não me lembro de onde sou. Há muito tempo, perto de uma grande floresta, uma aldeia ardeu. Fui raptada por homens. Tive muitas dificuldades a andar para longe com eles. Tive muitos donos e muitas crianças. Já não me lembro. Os donos venderam-me e tiraram-me as crianças. Os guardas são árabes. O destino final do seu gado humano é a Arábia Saudita e o Iêmen. Na época, os relatos de Kessel fascinam a Europa. Mas a história esquece-se rapidamente. 75 anos mais tarde, apenas a vida de um ser humano. A Unesco, Organização da ONU para a Cultura e a História. A porta-voz da memória universal. A Unesco organiza todos os anos a comemoração do Dia Internacional da Abolição da Escravatura. Mas no discurso dos oradores, o tráfico descrito por Kessel, o tráfico de escravos em África para o mundo árabe, é esquecido. Je voudrais, au nom de l'UNESCO, vous remercier pour célébrer une des plus grandes tragédies de l'humanité, la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière a été brutale et déshumanisante, mais elle a forgé l'histoire des 4 continents. O local de lembrança deste tráfico transatlântico com destino às Américas é a ilha de Goreia, ao largo do Senegal. O testemunho do horror é visitado por inúmeros turistas. Des cellules comme celles que nous faisons face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne, vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter entre les 2 mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi, et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Neste mapa, igual aos utilizados nas escolas, podemos ver que desde a costa atlântica, durante 3 séculos e meio, 12 milhões de negros foram desterrados para as Américas. Desterrados pelos europeus. Um tráfico desumano, em condições bárbaras, baseado no racismo absoluto, onde os negros eram considerados como inferiores. La plupart des civilisations ont eu recours à l'esclavage, mais rien n'est comparable à l'industrie de l'esclavage transatlantique. Nada se compara ao tráfico de escravos transatlântico, é verdade. Mas será uma razão para deixar no silêncio um outro tráfico de escravos não menos terrível? Desde o Senegal e desde toda a África, milhões de pessoas foram desterradas não para as Américas, mas para o mundo árabe-muçulmano. Segundo os últimos estudos, foram entre 15 e 17 milhões. Este tráfico durou cerca de 1400 anos, do século VII ao século XX. Um tráfico que ficou, no entanto, reduzido a alguns pontos no mapa da Unesco. Isto apesar de historiadores notáveis estudarem a questão. Il faut sortir de l'ombre aussi ces esclaves qui ont été victimes d'une autre forme de traite et d'autres formes d'esclavage et quelque part leur rendre aussi justice à travers ces études.
Salah Terrabelsi é um dos maiores especialistas no que diz respeito ao tráfico de escravos da África por parte de muçulmanos. Também ele é confrontado regularmente com o efeito da ignorância. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc et un assistant donc au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous donc les esclaves ont été toujours bien traités. Por que é que o mundo, a Europa, os árabes, quiseram esquecer esta parte da história? A escravatura foi praticada desde sempre por todos os povos, os egípcios, os romanos ou os gregos. No entanto, ao mesmo tempo que no Ocidente o cristianismo acaba com essa prática, no mundo árabe essa tradição continua. No século VII, tudo acontece com rapidez com a chegada do Islão e as conquistas das tropas muçulmanas, que passam a controlar rapidamente vastos territórios. On sait que justement dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante et que là aussi la conquête donc avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'œuvre donc susceptible d'être engagée dans les différents chantiers donc qui allaient être mis en place. A partir do século VII, no mundo muçulmano, os escravos estão rapidamente omnipresentes. O seu lugar é até mais importante do que aquilo que se pensou durante muito tempo. Longe dos clichês acerca das cortesãs ou dos servos dos sultões. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'il existait non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. Com o desenvolvimento do Império Árabe Muçulmano, o tráfico de escravos organiza-se. Tal como o tráfico de escravos transatlântico, é um negócio para profissionais. Um grupo de poderosos administram o comércio, como o do Cairo. Desde a Idade Média até o século XIX, existe até um sindicato de negreiros que negociam encomendas públicas com o governo. No mundo muçulmano, onde toda a vida é dirigida pela religião, a escravatura não é exceção. O Corão recomenda não ser demasiado severo com os escravos, mas autoriza essa prática. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. Regra geral, o Islão só autoriza a escravizar aqueles que não forem muçulmanos. É desta forma que, ao longo dos séculos, centenas de milhares de europeus, provavelmente 1 milhão, são capturados. Mas o Ocidente defende-se. Como os escravos brancos começam a escassear, os muçulmanos viram-se cada vez mais para a África. Em África, muitos negros são muçulmanos. Contudo, como vimos, o Islão proíbe escravizar outros muçulmanos. Essa contradição vai ser facilmente contornada.
À medida que o continente africano passa a ser a principal reserva de escravos, começa a desenvolver-se um racismo que justifica a escravatura. De certa forma, tal como na escravatura transatlântica. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, grande erudita do século XIV, que no entanto escreveu: os únicos povos a aceitar a escravatura são os negros, devido a um estado de humanidade inferior, e o seu lugar sendo mais perto do animal. Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup disons toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire ghulam, zinji, on va dire aswad. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de aswad veut dire noir. Hein? Zinji va également s'appliquer aux noirs issus de la région, donc de l'Afrique orientale. Donc, on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Hein? Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Em nome dessas teorias, a África sofre 14 séculos de perseguição aos escravos. Ataques levados a cabo por soldados, no contexto de guerras ou por grupos armados às ordens de mercadores. Ces attaques, bien sûr, sont d'une violence inouïe. C'est le feu qui est mis dans les cases. C'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, bien sûr, c'est un arrachement donc de ces personnes à leur famille, à leur pays. Para capturar escravo, os atacantes matam em média 2 ou 3 pessoas. E nas aldeias existe uma mercadoria muito procurada. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant donc est plus à même d'être réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé. Hein? Alors qu'un adulte... Se o caminho do Atlântico deixou marcas na história, o Saara apagou dos escravos. 7 milhões de pessoas teriam passado por lá, sob o controle de negreiros chamados galabs, pastores. Não se distingue os escravos do gado. A travessia do deserto até ao Maghreb ou à bacia do Nilo demora de 1 a 3 meses, em condições terríveis. Certaines études ont semblé montrer que c'est d'abord ce premier voyage à l'intérieur du continent qui est qui fait le plus de victimes. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé donc, pouvaient arriver donc, au terme de la caravane. A falta de água, a doença ou o cansaço levam 20 a 30% dos presos à morte. Uma mortalidade que se aproxima da do tráfico transatlântico. Os escravos são também transportados por barco até à Península Arábica ou para o Cairo. Até ao século XX, 8 milhões de pessoas teriam sido desterradas pelo Mar Vermelho. São amontoadas em barcos, em condições que mais uma vez não têm nada a invejar aos navios negreiros europeus. Os sobreviventes chegam aos mercados de escravos do Cairo, de Bagdá, de Istambul, de Meca e de Tombouctou. Aí, parte dos escravos vai ser submetida a uma terrível operação: a castração.
Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé, également, de l'eunuque sur les marchés. Apesar da sua crueldade, o tráfico oriental durou até ao início do século XX, sem ser posto em causa. Passamos agora dos desenhos às fotografias. Em 1880, viajantes ingleses descobrem e fotografam barcos carregados de escravos. Os barcos vêm da ilha de Zanzibar, ao largo da atual Tanzânia. Desde o século XVIII, este mercado árabe tornou-se um ponto de encontro do comércio. Zanzibar é uma outra Goreia. Uma Goreia da qual se fala pouco e que é raramente visitada. Cada ano, cerca de 15 mil escravos foram depositados aqui, em condições atrozes, antes de ser exterrados para a Arábia ou até para o Brasil. Estas fotografias, tiradas no final do século XIX, dão a ideia de uma prática ancestral. Um clichê também excepcional mostra os escravos a trabalhar numa plantação de cravo da Índia. Em 1830, 100 mil escravos trabalham nas plantações de Zanzibar. São submetidos aos mesmos trabalhos que nas Américas. A sua mortalidade é valente porque os maus tratos por parte dos donos são evidentes. Une petite catégorie, une petite classe de planteurs domine une énorme masse servile. Et l'essentiel de la production est assuré par des esclaves. Donc on passe de ce que l'on appelle des sociétés à esclaves, c'est-à-dire où les esclaves sont l'un des groupes sociaux, mais pas du tout le groupe social dominant, à des sociétés esclavagistes, c'est-à-dire dans le cadre desquelles l'essentiel de la production repose sur la main-d'œuvre servile. O Palácio do Sultão demonstra o aumento das fortunas devido ao comércio de seres humanos. Mais uma vez, é impossível não comparar o tráfico oriental com o tráfico europeu, assim como os seus riquíssimos mercadores de escravos. O tráfico de escravos tem outro aspecto que é muitas vezes ocultado. Em 2004, no Ghana, o lançamento do Ano Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos. Após o discurso, uma peça de teatro mostra uma certa visão da escravatura. Uma história a preto e branco. Uma história que mostra em silêncio que os culpados do tráfico de escravos não foram só europeus ou árabes. Os culpados eram também africanos. É então uma história cinzenta, complexa, demasiado complexa para alguns.
Ibrahim Atioub, um historiador de renome mundial, é um dos raros africanos a trabalhar acerca da dimensão africana da escravatura. É um dos raros historiadores a apontar a responsabilidade dos africanos nos dois tráficos de escravos, o oriental e o atlântico. Est-ce à dire que les esclaves tombés du ciel, il a bien fallu les produire? Il n'y a aucune puissance qui a les ressources, ni politiques, ni économiques, ni technologiques, pour venir sur les côtes africaines, pénétrer à l'intérieur du continent et qui arrive, qui ramasse les gens dans les villages et les amène pour les exporter. C'est parce que des groupes sociaux africains, des élites africaines ont très bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de ce facteur externe qui arrive sur les côtes africaines et servir de relais pour la capture des esclaves, organiser une économie assez efficace qui ne pose aucun problème moral à personne à cette époque. C'est à nous aujourd'hui que ça pose des problèmes moraux. Évidemment, les Africains n'ont pas attendu que les Européens leur expliquent ce que c'est que l'esclavage pour l'inventer tout seul, c'est évident. Bon, après, il y a toute cette question, est-ce que les victimes peuvent être coupables en même temps? On préfère une situation simple où il y a les bons et les méchants. Or, dans la réalité, il y a des bons, il y a beaucoup de méchants et la plupart des situations sont grises. Durante séculos, os mercadores, os chefes de guerra africanos, capturam escravos no interior do continente e vendem-nos aos árabes e aos europeus. A existência desses intermediários testemunha outra realidade, ainda mais tabu, escondida por essa história a preto e branco. Esse segredo bem guardado é que o tráfico de escravos era uma prática comum, no seio das sociedades africanas, muito antes da chegada dos ocidentais e dos árabes, e muito depois da sua partida. Milhões de africanos foram levados à escravatura por outros africanos. Foram 14 milhões, segundo o historiador inglês Patrick Manning. Ao longo dos séculos, a escravatura está por todo o lado, nos campos, entre as concubinas, nos exércitos. Qualquer um, a qualquer momento, pode tornar-se escravo. L'esclave, c'est l'autre, c'est l'étranger. Donc d'asservir les étrangers, ça peut se justifier de beaucoup de façons. C'est parce que ce sont des sauvages. Beaucoup de peuples considèrent leurs voisins comme sauvages. C'est même peut-être la définition de sauvage, c'est celui qui est à côté. Hein. On voit ça pour la Grèce aussi. Esses escravos são geralmente capturados durante as intermináveis guerras entre as nações africanas. Na Idade Média, os impérios do Ghana e do Mali, por exemplo, capturam até dezenas de milhares de escravos. Ce qui est le plus spectaculaire, c'est les razzias militaires. Une armée en campagne qui va attraper... souvent, c'est que les femmes et les enfants. On tue les hommes et parfois on capture aussi les hommes. Ça dépend des sociétés. Une des grandes sources, c'est le kidnapping aussi. Le kidnapping, ça veut dire que du coup, une insécurité, on n'attrape pas les gens que en période de guerre. C'est à n'importe quel moment, votre femme, votre fils, votre fille peuvent se promener, se faire kidnapper. Surtout les enfants, évidemment, c'est plus facile à attraper. Et on a une multitude de récits de gens, d'une ambassade qui se promènent, qui voient un berger, hop, on l'attrape, on va le vendre quelques distances de là. C'est tout ce problème de transformer les gens en marchandises. C'est que du coup, on voit un enfant, on lui dit « Oh, il est mignon, il garde des chèvres », on se dit « Oh, ça pourrait me rapporter beaucoup ». C'est pour ça que ça pervertit autant Enfin, c'est une des raisons qui fait que l'esclavage sape totalement les sociétés. On commence à compter la valeur des gens au lieu des relations de l'humanité. Por vezes, os chefes das aldeias vendem crianças e adultos para pagar as suas dívidas. Então, ao longo dos séculos, as caravanas percorrem a África. Um tráfico escondido, longe da vista e da memória. O século
século XV é um ponto de viragem com a chegada dos ocidentais. A procura aumenta drasticamente e o número de escravos também. A escravatura interna na África é amplificada por causa dos pedidos europeus. La traite atlantique des esclaves a développé une violence sans précédent dans les sociétés africaines à partir du XVe siècle. Os reinos prosperam somente à volta da escravatura, combatendo perpetuamente para conseguir gado humano. No século XIX, a escravatura dentro da África atinge o seu auge. A máquina fica desenfreada. Alguns reinos têm quase tantos escravos como homens livres. Os ocidentais, os muçulmanos, os africanos, toda a gente participou no tráfico de escravos em África. E durante muito tempo, ninguém pensou em pôr em causa essa lei do mais forte. E depois é do Ocidente que veio o ponto final dessa prática bárbara. A Europa conhece a formidável época do Iluminismo, que defende dignidade igual para todos os homens. No século XIX, essa época culmina com a abolição da escravatura de origem europeia. Dessa forma, nas Antilhas, os escravos conseguem a liberdade. A opinião pública ocidental toma consciência do horror de uma prática que ela tinha aceite e descobre o horror do tráfico de escravos oriental, o africano. É a época em que os jornais publicam descrições edificantes. É a época em que se assinam petições. A época em que a luta contra a escravatura é um argumento que justifica a colonização. Então, em Zanzibar, os ingleses impedem os barcos de escravos de continuar e instalam-se. No Maghreb, ou no oeste africano, os franceses libertam os escravos e instalam-se. Apesar da sua vontade, a África e o mundo árabe aceitam a abolição, o que não é sem consequências. Tout simplement parce que la modernisation même et des structures économiques et des structures sociales est d'origine exogène. L'Occident est en train de dominer le monde et c'est comme ça que l'esclavage a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. C'est pas du tout ça. Et dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple, si on prend le Maroc, l'esclavage a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé. C'est dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème, qui aurait mérité d'être négocié comme un vrai passage vers la modernité. A África Negra, que conhece uma transição difícil para a independência, continua também com o subentendido. Ela escolhe esquecer a escravatura que outros aboliram no seu lugar. Cela peut poser problème à une mémoire africaine qui n'a pas été politiquement à l'origine de l'abolition. Et la construction de l'unité qui était nécessaire à la lutte anticoloniale ne pouvait pas se faire en se focalisant sur les contradictions internes aux sociétés africaines, mais plutôt en les percevant globalement face à l'Occident qui posait problème. Atualmente, a época da descolonização está acabada. Chega a hora de reconhecer a culpabilidade ou até arrependimento. O Ocidente reconheceu a sua culpabilidade. Começou os trabalhos de memória que levou à celebração da Unesco ou a esta visita de Bill Clinton à Goreia.
Now is the time to complete the circle of history. Os navios negreiros europeus são, com justa causa, envergonhados publicamente. Os outros não, os negreiros árabes ou dos reis africanos. Por que é que a Unesco, encarregue de falar da memória universal, tem tanta dificuldade a esclarecer todos os tráficos de escravos? Ali Moussa está encarregue do programa acerca da escravatura. Ele está na origem de um trabalho exemplar e leva constantemente os Estados-membros da organização a interessarem-se ao tráfico africano e árabe. Mas com dificuldades. Il y a des réticences dans les sociétés et au niveau des pays. Je crois qu'il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Parce que c'est une question douloureuse, parce que c'est une question qui soulève tellement de choses émotionnelles et affectives. Ce qui est sûr, il y a des résistances au niveau des États, des décideurs politiques, au niveau de la société, des sociétés civiles. Parce que comme je vous dis, c'est une question très délicate. Et c'est normal, d'une certaine manière, qu'il y ait des résistances. Parce que certains peuvent se dire, ouvrir la boîte de Pandore de cette mémoire, mais ça remet en cause tout. Ça peut susciter des... même je dirais, mais aussi des sentiments de culpabilisation. Culpabilidade é a palavra que assusta. Será que os representantes dos Estados Árabes da Unesco estão dispostos a admitir a sua responsabilidade no tráfico de escravos? E até arrependerem-se? Quand on parle avec les Africains, ils ne viennent pas tous les jours pour nous dire « Ah ouais, l'esclavage... Mais comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde, en le condamnant, bien sûr. Et c'est une question qui a été dans un certain contexte très limité dans le monde arabe. Et ce n'était pas une question généralisée dans le monde arabe ou dans tous les États arabes. Parce que moi j'y crois qu'il y a beaucoup qui veulent créer des histoires, des tierces parties parfois, ou des gens qui sont anti-arabes ou anti-africains, créer des problèmes en généralisant à travers le temps et l'espace de certaines formes de relations qui avaient existé dans... C'est comme dire je ne peux pas traiter avec l'Occident parce qu'il y a eu les croisades. Maintenant, quand on pense par exemple, ce n'est pas pour éviter cette question, je la condamne directement. J'aimerais bien voir un travail de mémoire beaucoup plus courageux de la part de certains pays européens concernant le colonialisme et la déstructuration de certaines sociétés africaines. Il y a par certains intellectuels, mais officiellement j'aimerais bien aussi le voir, vous voyez. Para as autoridades árabes, está fora de questão comparar verdadeiramente a responsabilidade do tráfico de escravos. Preferem pôr em causa a colonização europeia. Nas próprias elites africanas, em que muitas são muçulmanas, uma solidariedade para com o mundo árabe é mais forte do que a exigência de um trabalho de memória. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins et du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Existem, no entanto, historiadores ou intelectuais corajosos que decidiram olhar de frente para a história, por vezes contra a sua própria sociedade. O professor Tioub é um desses. Um acontecimento marcou-o. Uma conferência em 2001, durante a qual ele teve a coragem de sair dos discursos convencionais e de falar de todos os tráficos de escravos. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. J'ai fait exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent le sujet que j'abordais. C'était d'une sensibilité, d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci.
c'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire, félicitations monsieur, je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de raciste. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Ibrahim Atioub conta sem dúvida uma história demasiado complexa para uma época que precisa de verdades simples. Uma época na qual o medo deixa as pessoas cegas. O medo, assim como uma consequência de uma história atormentada, cujas feridas ainda não sararam. Também no Ocidente, a verdadeira história do tráfico de escravos é ignorada. Nessa ignorância, nessa indiferença, será o medo de magoar os antigos colonizados? Ou o contrário? O efeito de um complexo de superioridade do homem branco, que seria o único responsável desses atos, seria o único a poder arrepender-se. Seria então a forma máxima de desprezo para com os povos que julgávamos incapazes de ter cometido crimes. Desde alguns anos, a historiadora Françoise Vergès tenta ir contra a ignorância. Ela vai às escolas para falar do tráfico de escravos perante um público atento. Il y a par exemple de forts esclavages aussi dans toute l'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique, des esclavages. Ces déplacements massifs commencent à être étudiés. Et je pense que, si vous voulez, toutes ces études, ces recherches doivent être encouragées parce qu'elles nous montrent justement l'ampleur de ce système. São muitas vezes os professores que lhe pedem ajuda. Tão grande é a sua dificuldade em falar sobre esse tema. Les enseignants, je pense, ont besoin d'être formés un peu plus parce que parfois ils ne savent pas comment aborder cette question. Ils ont peur des sensibilités, comme on dit. Et ça, je pense qu'il y a une formation à la pédagogie d'enseigner le crime. C'est pas facile d'enseigner le crime, je veux dire, de parler de ça dans une classe. En fait, la manière dont on pose les questions sur le passé, elles partent du présent. Et aujourd'hui, il y a une rivalité entre qui finalement détient l'universalité, qui peut parler pour tout le monde. Quem pode falar? Talvez alguém como Ibrahim Atioub. Atioub tem uma solução para retirar todas as armadilhas da memória. Bastaria parar de se enganar acerca da identidade dos culpados. On oublie l'identité de l'esclavagiste, du maître d'esclave. Parce que très souvent, on le perçoit selon la couleur de sa peau, on le perçoit selon sa religion, on le perçoit selon son groupe ethnique. On dira que les négriers, c'était soit des blancs, soit des chrétiens, soit des européens, ou bien les esclavagistes venaient de tel espace africain pour aller chasser des esclaves dans tel autre espace. On leur donne en vérité de fausses identités. Ce qui fait leur identité fondamentale, c'est d'être des maîtres d'esclaves. Et si on travaille d'abord sur l'identité d'un entrepreneur qui a pour fonction de chasser des esclaves à des fins d'usage économique, social, culturel ou de construction d'un pouvoir, on a beaucoup plus de sérénité para approcher cette question. Fazer história, parar com a leitura ideológica, geopolítica e dissolver os factos.
Assim é a lição do professor Tioub. Em 1939, Saint-Exupéry descreve no seu livro A Terra dos Homens uma cena na qual ele assiste uma breve estadia em Marrocos. Por vezes o escravo negro, de joelhos perto da porta, prova o vento da noite. Nesse corpo, pesado pela captura, as lembranças não vêm mais. Quando será demasiado velho para merecer a sua comida ou as suas roupas, dar-lhe uma liberdade excessiva. Durante 3 dias, irá de tenda em tenda em vão. Cada dia mais fraco. E perto do 3º dia, sempre com calma, deitar-se-á na areia. Vi alguns morrerem assim, nus. Os mouros viviam de perto com a sua agonia, mas sem crueldade. E os filhos dos mouros brincavam perto da miséria sombria. E a cada amanhecer, corriam para ver se ela ainda mexia, mas sem rir do velho servo. Ele misturava-se aos poucos com a terra, seco pelo sol e recebido pela terra.